Amina Fofana. Elle est membre du CNT, du Conseil national de transition au Mali. Nous aurons le temps d'avoir un portrait plutôt particulier d'elle tout à l'heure, signé Bala. Mais d'abord, vous présenter les sujets dont nous parlerons durant cette émission, notamment durant 1h30. On s'intéressera à l'actualité du côté du Tchad comme sujet d'accueil en parlant des manifestations du 20 octobre dernier et on s'interroge. Le président Mahamat Idriss Déby Itno est-il en train de subir un complot étranger ou du moins de la communauté internationale? Certains pays ont été mentionnés et on prendra le temps ici sur ce plateau de citer quelques-uns mais également de tirer des conclusions plutôt claires. Eh bien, on parle également du Mali. Le projet d'une nouvelle constitution est sur la table malienne depuis plusieurs semaines déjà. Bamako réécrit-il son histoire? C'est une question à laquelle on tentera de répondre avec Amina Fofana dans cette émission. Toujours au Mali, lutte antiterroriste. Nous avons des manipulations, des désinformations, mais maintenant on tente de savoir où se trouvent exactement les FAMA, les forces armées maliennes. Comment en viennent-elles à bout? Bien sûr, de l'insécurité du côté du nord, mais également du centre du Mali. On va en Guinée-Conakry cette fois-ci pour parler du consensus entre la CEDEAO et les autorités de Conakry vers une transition plus calme lorsqu'on sait que de vives manifestations pour protester contre le pouvoir sont organisées la plupart du temps par une frange de la société civile, mais également par l'opposition. Alors on terminera en République centrafricaine pour parler du référendum constitutionnel demandé par le peuple. Avant que de parler de tous ces sujets-là, qui est Amina Fofana, vous le saurez tout de suite. C'est une rubrique signée Bala. Bienvenue dans cette émission, Le Point du Guest. Vous regardez Le Point du Guest, mais également sur toutes nos plateformes For You Media Africa, aussi bien sur Facebook que sur YouTube également. Vous nous écoutez sur For You Radio 96.3 FM. Avant de recevoir notre invitée, mais qui est-elle réellement? On parle d'une femme panafricaniste, on parle d'une femme qui n'a pas sa langue dans sa poche. Bala, dans cet élément, nous en dit plus sur l'invité du Point du Guest de ce soir. Moi, c'est Amina Fofana, je suis Amina Fatima Ibrahima Fofana, Dame de Poigne, fait partie des 6 membres du Conseil national de transition, vivement retenu pour représenter le Mali au sein du Parlement panafricain. Et même si la douceur de son visage, très souvent illuminé par son sourire, laisse croire qu'on en face une personne fragile, sur ce visage connu, les personnes averties connaissent bien quelles sont leurs limites et surtout en ce qui concerne l'Afrique. Jeune architecte d'origine malienne, Amina Fofana exige le départ imminent de l'armée française au Mali. Ceux qui la connaissent savent bien qu'elle partage l'idéologie de Modibo Keïta et continue d'ailleurs le combat entamé par ce dernier. Rappelons que Modibo Keïta est né le 4 juin 1915 à Bamako, est mort en détention abusive au camp des compagnons parachutistes de Dikoroni, Para, à Bamako, le 16 mai 1977. Il est président du gouvernement au Mali entre 1960 et 1968. Elle n'a pas froid de le dire, sans langue de bois, pour Amina Fofana, la France représente un État impérialiste colonialiste. Patriote pour elle, le Mali est devenu une référence parce que les Maliens ont su revêtir un tant soit peu leurs différences de côté pour se concentrer sur l'ennemi commun. Sortie de l'école algérienne d'architecture et d'urbanisme, lui ont donc permis de se frayer un chemin du côté du Gabon. La jeune femme a exercé également à l'entreprise de construction Kaby BTP,
En 2012, elle a abrité soigneusement les Aigles du Mali dans le village olympique dont elle encadrait justement des travaux à Bongoville, situé à une 60aine de kilomètres de Franceville. L'architecte qu'elle est, en effet, à bénéfice de la carte 2012, a été vivement citée par un cabinet d'architecture gabonais pour la réalisation effective et singulière et la conception des plans du complexe hôtelier de Mwanda, composé de 50 chambres, d'un plateau sportif et d'un terrain d'entraînement. Précisons qu'auparavant, son équipe avait réalisé le même projet à Nzanillon, à Ngouoni et à Franceville. Merci Bala pour cet élément suffisamment digeste. Amina Fofana, vous êtes l'invité de l'émission Le Point du Guest. Bienvenue à vous. Je ne doutais pas du tout que vous aviez une si belle surprise pour moi. Je pense que vous appelez la personne qui a fait le reportage Bala, c'est ça? Oui. Bala. Vraiment, je remercie la personne et je serai ravie de rentrer en contact avec. Merci beaucoup à For You Media. Merci pour cette belle invitation. Et je salue tous ceux qui sont en commentaire à ce moment. Et je salue aussi la partie technique de For You Media. Merci encore. Merci infiniment à vous également d'être bien sûr notre invité dans cette émission. Eh bien Amina Fofana, pour planter le décor avant d'entrer de plein pied dans nos différents sujets à aborder dans cette émission, s'il fallait vous demander aujourd'hui quel est le climat général en Afrique, que diriez-vous? Bon, en effet, le climat général en Afrique tend vers la libération, mais nous constatons malheureusement qu'il y a des présidents qui vont à l'encontre du peuple. Il y a des présidents qui qui sont soutenus par la France et l'Occident dans le but d'enrichir l'Occident et d'appauvrir l'Afrique. Aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement parce qu'il y a un système qui affaiblit, il y a un système que nous sommes en train de mettre par terre. De l'autre côté, on ne peut pas oublier les sanctions stupides que l'Occident a imposées à la Russie, dont eux-mêmes sont victimes. Donc c'est le moment, comme la tête du coq est déjà décapitée, c'est le moment vraiment de donner le coup fatal à la France et à ses amis bandits, pour que l'Afrique puisse retrouver la paix, pour que le monde puisse retrouver sa sérénité, pour que ces gens-là descendent et retrouvent leur véritable niveau de vie, puisqu'ils vivent au-dessus de leur niveau de vie, en pillant l'Afrique, en tuant les Africains, en tuant les Arabes de manière impunie et légalisée aussi par l'ONU. Donc toutes ces institutions doivent sauter. Et je pense que le travail a déjà commencé avec l'apparition du BRICS et d'autres organisations financières qui vont mettre fin au système de la Banque mondiale, au système pas seulement de la Banque mondiale, du FMI. Et il faudrait aussi pour la paix dans le monde, puisque l'ONU apporte que la guerre et la misère dans le monde au profit d'une entité. Donc il va falloir que les pays africains et les pays non occidentaux s'allient à la Russie pour créer l'OTAN parallèle, l'ONU parallèle. Merci infiniment Amina Fofana. Eh bien, on parle à présent du Tchad. Eh bien, on a été tous touchés, particulièrement en Afrique centrale, par les manifestations qui ont malheureusement abouti à des pertes en vies humaines, mais également en matériel, à des blessés graves et de simples blessés dans les hôpitaux du Tchad. On a vu également des couvre-feux qui ont été, bien sûr, imposés aux Tchadiens. C'était 18h, 6h. À présent, il s'agit de 22h à 5h du matin. Amina Fofana, le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno s'est exprimé face à la nation quelques heures après ces malheureux incidents, ces bavures, on va le dire ainsi. Il a dans son discours précisé qu'il a dénoncé, on va le dire comme ça,
des actes minutieusement préparés et aidés, appuyés par des forces étrangères. Est-on en droit aujourd'hui de dire que le président Mahamat Idriss Déby Itno est victime d'un complot? Moi, je pense que ces victimes dorment au cimetière. Je m'incline devant leur âme, oui, leur assassinat. Je m'incline fortement et je souhaite, je leur souhaite, enfin, paix à leur âme et souhaiter à leur famille mes condoléances. Non, le Mahamat Déby, c'est un France contre-africain. Qu'est-ce qu'on appelle un France contre-africain? C'est exactement comme Ouattara, c'est exactement comme la plupart de nos soi-disant présidents qui en réalité sont imposés par l'Occident à travers une ruse qui s'appelle démocratie. Or, c'est la dictature légalisée par l'Occident chez nous. Voilà pourquoi, normalement, dans les conditions normales de température et de pression, ils envoient une commission soi-disant indépendante pour surveiller les élections et ils envoient dès que les élections sont terminées, et ils se précipitent pour sortir féliciter le trucage électoral, la duperie qu'a subi le peuple. Donc ce sont ces mêmes gens. Or, en même temps, nous, Africains, on ne part jamais là-bas pour organiser ou superviser des élections. C'est ça qui est terminé au Mali. C'est quoi l'aspiration du peuple tchadien? Le peuple tchadien aspire aussi à la liberté, comme tous les peuples africains, et cela a commencé déjà. Le peuple tchadien, quand vous avez vu les manifestations, est sorti avec le drapeau russe. En a marre de la France, veut que la France plie ses bases militaires. Le peuple tchadien veut que l'État collabore avec la Russie. Et le peuple tchadien, comme les Déby sont une dynastie, sont un royaume, veulent que cette mascarade de la France chez eux, qui les maintient dans l'instabilité totale et crée de plus en plus de pauvres dans nos pays, tout comme au Tchad. Donc le peuple tchadien demande à ce monsieur de quitter le pouvoir, puisque ce monsieur avait donné un délai de 18 mois, il allait rendre le pouvoir aux civils. Et nous savons comment fonctionne l'appareil France-Afrique. Donc, France contre-africaine. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il organise une mascarade. Ce n'est pas un dialogue national franc. Donc, le petit Déby ne peut pas venir jouer aux victimes ici. Comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, ces victimes dorment au cimetière. Lui, il doit être arrêté, il doit être jugé et emprisonné à vie. Bon, ça, c'est les juges qui vont... En tout cas, il ne doit pas être libéré. Donc, il doit être arrêté et il doit aller en prison pour répondre de ces actes qu'il a commis. Donc, il a menti au peuple, il a fait une mascarade sous forme de dialogue, et puis il sort là pour dire que il a prolongé la transition de 2 ans. Blague à part, nous tous, nous savons que les Déby ne lâchent jamais le pouvoir. Ils ne lâchent jamais le pouvoir comme ça. Si l'ancien président Déby, paix à son âme, a été tué par la France, c'est parce que le père Déby ne voulait plus rester terroriste de la France, parce que n'oubliez pas que la France utilise le Tchad ici contre le peuple malien, ici au Mali, dans le contexte de la MINUSMA. Donc tout ça, le père Déby en avait marre de tout ça. Mais tout ce qu'il n'a pas voulu faire, qu'il n'a pas voulu continuer à faire avec la France, le fils est venu le faire. Parce que je me souviens, pendant que le Mali demandait au contingent norvégien de la MINUSMA de partir, en même temps, Paris a demandé à ce petit criminel, vous m'excuserez. Il s'agit du président, allez-y, vous parlez du président de la République du Tchad, allez-y. Voilà, mais il a tué. Donc si, du moment où il a du sang sur les mains, l'appeler par criminel ou appeler Alassane Dramane Ouattara qui s'est imposé à travers des armes, et des armes de qui? Ce sont des armes de la France. Les Africains tombent sous quel genre de balles? Nous tombons sous les balles françaises. Moi, je ne connais pas d'entreprise africaine qui fabrique des balles. Donc, ce sont des criminels qui règnent par la terreur, qui viennent, parce que c'est ça qui est autorisé par la France-Afrique. Puisque dans le dialogue, dans la façon de faire de la France-Afrique, le peuple n'existe pas. Le peuple ne compte pas. Vous avez vu que
Dès que le peuple, son armée et son président sont en accord, on t'enlève des instances de l'Union africaine. On vous suspend des instances de la CEDEAO. Pourquoi? Parce que vous ne faites pas les intérêts de ceux qui ont créé et qui sont en train de financer ces organisations. Donc, ce sont des organisations, ce sont des mafias, c'est une sorte de mafia, ce sont des dérivés de l'ONU, ce sont des dérivés du FMI, de la Banque mondiale. Ce sont des gens qui sont là pour maintenir l'Afrique dans le, comment dire, dans l'esclavage. Et c'est cette époque maintenant qui est révolue. Vous me recevez? Oui, parfaitement. Amina Fofana, on a vu en Guinée-Conakry en 2009 particulièrement. Vous me recevez? Oui, parfaitement, Amina Fofana. Est-ce que vous nous recevez? Vous me recevez? Je crois qu'on a quelques problèmes peut-être de connexion avec Amina Fofana au niveau de son micro particulièrement. Est-ce que vous nous recevez à présent? On va essayer de se reconnecter donc avec Amina Fofana qui revenait sur certaines de ses pensées ou alors de ses positions que l'on connaît assez tranchées sur quelques questions, voilà. Mais en tout cas, on continue de parler de la question tchadienne avant que de rentrer totalement dans le Mali. Amina Fofana, vous êtes donc avec nous dans cette émission. J'étais en train de vous relancer en disant, on a vu en Guinée-Conakry en 2009 pratiquement presque le même scénario, même si ça a été un peu plus grave de ce côté-là avec des viols de femmes, avec plusieurs autres blessés et plus de morts encore au stade de Conakry. On avait parlé d'un complot exactement contre Dadis Camara. Pourquoi est-ce que ce ne serait pas le cas pour le président Mahamat Idriss Déby Itno? Est-ce qu'on ne pourrait pas lui accorder le bénéfice du doute en pensant qu'aujourd'hui, il vient à la fin du règne ou alors à la fin d'un mandat, à la fin tout simplement de la présidence du maréchal Idriss Déby Itno qui vers la fin de son pouvoir avait décidé de retourner sa veste et d'embrasser le peuple africain. Pas bonne, hein. En tout cas, on va essayer de rester en votre compagnie. J'espère que vous nous recevez. En tout cas, est-ce qu'on se reçoit déjà mutuellement? Je vous reçois, sinon je vais changer de téléphone. Je vous dis tout simplement qu'il ne faut pas confondre le père Déby, qui a beaucoup changé, ce qui lui a valu la mort vis-à-vis de la France, qui a beaucoup changé, et que le comparer à son fils. Non, c'est deux situations vraiment qui n'ont rien à voir. Là où le père a laissé le travail, si le fils l'avait pris là-bas pour continuer, c'est sûr que la France n'allait pas le soutenir. Dans cette affaire, moi j'accuse les présidents de la CEAC qui semblent parler de dialogue. Non, on n'est pas dans une période de dialogue. Non, je suis désolée. Parce que ça fait des complices du pouvoir dictatorial. Parce que la plupart des pouvoirs en Afrique centrale, c'est la dictature adoubée par la France. Donc c'est ce mot même dictature-là qu'on doit revoir. Ce mot démocratie chez nous, qui est la dictature, la véritable dictature qui est appelée, qui est nommée par le contraire, on doit revoir le système de gouvernance de nos États. Moi, je n'ai pas vu les présidents de la CEAC se ranger du côté du peuple, ou bien demander des comptes à ce type, à ce caca Déby. Non, pas du tout. Il parle de Tshisekedi qui va faire le médiateur. Tshisekedi n'arrive même pas à gérer d'abord chez lui. Il a des problèmes là-bas, il va faire quel genre de médiation? Chaque président que vous voyez dans ces histoires de médiation, etc., là, a rendu des services à l'Occident, ou est en train, en tout cas, de rendre service, de continuer à rendre service à l'Occident. Sinon, Laurent Gbagbo, ancien digne président de la Côte d'Ivoire, pourquoi n'est-il pas, n'a jamais été lui en Afrique de l'Ouest, puisque c'est la même chose, c'est la même méthode. Pourquoi lui n'a jamais été désigné pour être intermédiaire ou bien faire le dialogue entre la CEDEAO ou bien... Parce que c'est un patriote. C'est ça que je disais au début, que lorsqu'on est patriote, on est exclu par le système. Donc, moi, je pense que chacun, ce caca doit dégager.
ils doivent, chacun, les présidents de la CEAC doivent prendre leurs responsabilités. Ce monsieur doit démissionner pour la mémoire de ceux qu'il a abattus, puisque nous avons connu la même situation avec Ibeka, ne l'oubliez pas. Mais vous parlez de la Guinée, moi je vais prendre l'exemple sur Alassane Dramane Ouattara. Il a fait plus de 3000 morts en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez vu la CEDEAO condamner ça? Jamais. Est-ce que l'Union africaine a bronché? Non. Est-ce que le cas de Mamad Déby, est-ce qu'ils sont en train de se bouger? Non. On a fait même une sorte d'affaire de clan, une sorte d'affaire je ne sais pas comment expliquer ça. C'est vraiment très très grave. Nous sommes devant une situation où il y a eu des morts. Malheureusement, c'est le mode de fonctionnement de la France contre les Africains. Il faut que cela cesse. Et pour que cela cesse, le pays n'a pas besoin aujourd'hui de débit. Et j'ai entendu d'autres dire que Success Masra a été manipulé, il est manipulé. On sait très bien que Success Masra, il est avec la France. On le voit sur les chaînes françaises. Mais c'est pas comme ça. Je ne sais pas si vous me recevez. Oui, parfaitement. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, Amina, oui, le temps pour nous de se repositionner avec vous. On sort totalement de la question tchadienne pour embrasser celle du Mali. On a compris en tout cas votre point de vue sur la question. Et l'avenir nous dira à quoi ressemblera donc la transition du côté du Tchad avec l'appui de la médiation de la CEAC, bien sûr la communauté des États de l'Afrique centrale. Pour parler du Mali, on parle du projet d'une nouvelle constitution. Est-ce que Bamako réécrit son histoire? Bala, une nouvelle fois, revient dans cette émission. C'est pour nous parler du projet de constitution qui a été présenté, bien sûr, du côté du Mali et qui sera voté à un référendum. Ce sera en mars 2023. Le document soumis aux membres du CNT est en effet le fruit d'une équipe pluridisciplinaire qui a veillé à y inclure d'innombrables innovations et comporte 195 articles sur lesquels justement le président de la commission s'est longuement étalé devant les membres du Conseil national de la transition. Disparaissent la Haute Cour de justice et le Haut Conseil des collectivités. Et vous avez une nouvelle création, ça c'est la Cour des comptes, qui était une section de la Cour suprême, et une légère modification dans l'appellation et les missions du Conseil économique, social et culturel, qui devient Conseil économique, social, culturel et environnemental. La grande nouveauté, c'est la présence d'une seconde chambre. Donc, un parlement bicaméral, comme disent les juristes. Ainsi donc, le Mali, qui jusqu'ici ne comprenait qu'une chambre, en dispose désormais deux. Et justement, en ce qui concerne la question de laïcité, qui a fait couler pas mal de salive et d'encre, le président de la CRNC s'est également voulu rassurant et d'ailleurs a affirmé que la laïcité ici a un contenu positif dans l'avant-projet. L'article 31 dit les langues parlées au Mali par une ou plusieurs communautés linguistiques font partie du patrimoine culturel. Elles ont le statut de langue nationale et ont vocation à devenir des langues officielles. La loi fixe les modalités de protection, de promotion et d'officialisation des langues nationales. Le français est la langue d'expression officielle. L'État peut adopter par la loi toute autre langue étrangère comme langue d'expression officielle. Faut-il ériger toutes les langues nationales en langue officielle? Vous voyez que dans la définition de la langue officielle, les contraintes, c'est-à-dire les obligations qui découlent de l'érection en langue officielle sont extrêmement rigoureuses. Le président du Conseil national de transition, après avoir reçu un exemplaire de l'avant-projet de constitution des mains mêmes du professeur Fousseini Samaki, a montré que la rédaction de cet avant-projet vise à donner espoir au peuple malien, mais surtout à trouver une solution durable aux crises que traverse le Mali. Malik Diao a donné l'assurance que le document fera l'objet d'un examen minutieux au sein même du CNT,
qui ne manquera pas de transmettre ses observations à la Commission. Et vous regardez le point du guest sur For You Télévision, mais également nos différentes plateformes For You Média Africa, toujours en compagnie d'Amina Fofana. Alors Amina Fofana, vous êtes bien avec nous. Nous parlons à présent du Mali, mais surtout du projet de réécriture de la nouvelle constitution, appelons-le ainsi. Est-ce que Bamako réécrit son histoire? On aura le temps de répondre à cette question. Mais tout d'abord, avant de rentrer de plein pied dans ce nouveau projet de constitution qui sera soumis au référendum en 2023. À la 77e Assemblée générale de l'ONU, à New York, Abdoulaye Maïga, alors Premier ministre, déclarait qu'il y aurait une démocratie à la malienne. Qu'est-ce qui pourrait consister, ou alors en quoi pourrait consister cette démocratie, Amina Fofana? Voilà, comme nous avons été coupés tout à l'heure, c'est ça que j'expliquais, parce que le genre de démocratie dont nous parle l'Occident, excusez-moi, il y a quelqu'un qui m'appelle. Le genre de démocratie dont nous parle l'Occident est en vérité un mépris, est en vérité une dictature. Donc ce n'est pas de la démocratie. La véritable démocratie, c'est basé normalement sur nos propres valeurs. Donc c'est basé sur nos diversités culturelles, c'est de valoriser tout ce que nous avons, c'est aussi de nationaliser, de faire en sorte que le peuple puisse être au centre d'intérêt, dans le centre d'intérêt de l'État. Donc c'est faire aussi en sorte que nous puissions vivre dans un monde multipolaire, plus dans un monde unipolaire. Donc je ne sais pas si vous me voyez. Voilà, plus dans un monde unipolaire. Voilà comment dire, les valeurs que la commission qui a été chargée de faire, même, comme on en viendra tout de suite, cette proposition de constitution que je félicite ici, une bonne commission d'intellectuels qui ont pensé pour le Mali, c'est exactement ce que le ministre est parti dire, le dit ministre patriote Abdoulaye Maïga. Et il a aussi clarifié que la constitution sera respectée. Il n'y aura pas de troisième mandat. Donc le Mali est en train de faire c'est-à-dire de donner une leçon de démocratie et à l'Afrique, surtout à l'Occident. Parce que le peuple malien n'est pas différent du peuple africain. Nous aspirons tous à la même démocratie, malheureusement entravée par des dirigeants dribbleurs qui ont l'art de se dribbler soi-même tout en gardant le ballon. Donc c'est ça qui n'est pas bon. S'ils ne sont pas bons pour le peuple, ils doivent dégager. Donc c'est ça que le Premier ministre a annoncé et nous sommes fiers de ce qu'il a dit à l'ONU parce que c'est des gens qui ne se contredisent pas, ce sont des exemples, même pour nous ici, peuple malien. D'accord. Eh bien, si on parle justement de ce nouveau projet de constitution dans lequel on a bien l'impression que le président de la République aura plus de liberté et peut-être plus de pouvoir de décision. Dans cette nouvelle constitution, c'est donc inéluctable que c'est pour mieux veiller à la souveraineté, aussi bien au respect territorial ou alors à l'unité nationale? En fait, non, bon, moi je ne vois pas trop. C'est vrai que le pouvoir du président a été un peu renforcé. Un peu renforcé, pourquoi? Parce qu'on a remarqué que les politiciens, en général, ils ne travaillent pas pour le peuple. Hein. Ouais. Les politiciens, ils travaillent pour les intérêts de l'Occident. Donc, les politiciens, c'est-à-dire que comme ils sont nommés, le Premier ministre, il est nommé par le président et le président met fin à sa nomination. Le gouvernement, c'est ça la nouveauté aussi. Le gouvernement est nommé, les ministres sont nommés par le président et le président met fin aussi à leur nomination. Dans ce cadre-là, ils vont tous aller tout droit. Nous, si on veut bien parler de la démocratie, nous, on ne veut pas que les militaires quittent le pouvoir. Nous, on voudrait que, même 100 ans, si c'est cette démocratie qui nous convient, qu'il reste. Regardez comment Kadhafi était traité de dictateur
à gauche, à droite, par tout le monde. Mais Kadhafi n'était pas un dictateur pour son peuple. Donc les Occidentaux, ils prétendent, ils se substituent au peuple pour attaquer les pays. Aujourd'hui, la Libye est dans tous les problèmes du monde. Donc la démocratie qu'ils ont apportée à la Libye, c'est ce même type de démocratie dont les Africains doivent se débarrasser. Parce que il est aussi dit dans la Constitution que l'on peut mettre fin au mandat, on peut destituer le président. Donc, comment on le destitue? À travers les deux chambres qui seront dans le Parlement, à travers le Haut Conseil des Maliens, et qui est en quelque sorte le Sénat, et aussi à travers l'Assemblée nationale. Et aussi, le président de l'Assemblée nationale peut être destitué à travers des procédures, comme le président du Haut Conseil des Maliens peut aussi être destitué. Donc ça ne laisse pas le champ libre au président qui tenterait de bafouer la souveraineté du peuple malien. C'est quand même une contrainte et une nouveauté majeure dans la constitution, dans le projet de constitution. Moi, je pense qu'on innove, il y a beaucoup d'innovation et il s'agit de mettre tout cela en pratique. Et je fais confiance aux colonels. Depuis qu'ils ont pris le pouvoir, ils ne nous ont jamais trahi une seconde. Et je pense que le Mali est en bonne voie avec cette nouvelle proposition de projet de constitution. Et justement, on continue de parler du peuple. Malgré donc l'accompagnement du peuple envers le pouvoir en place, certains prédisent de vives contestations. Certains prédisent également des controverses et des critiques. Ce nouveau projet, selon la commission, pourra pourtant répondre aux aspirations du peuple, Amina Fofana. Non, ça va répondre aux aspirations du peuple parce que déjà, le débat tourne autour de l'article 31. Si vous retournez dans mes vidéos, lorsque j'étais au CICB, Centre international de conférence de Bamako, oui, pour les assises nationales, moi aussi j'ai demandé, surtout moi, j'ai demandé à ce qu'on ne parle plus en français. Mais à l'époque, je ne savais pas que cela allait isoler le Mali. Et il faut aussi savoir, puisque tout tourne autour certains qui ont essayé d'instrumentaliser deux phrases. Le français est la langue d'expression officielle. Et certains disent que non, il faut le bambara. Or, dans le même article, il y a quand même d'autres choses merveilleuses. Toutes nos langues seront vraiment valorisées. Et puis, ce sont nos patrimoines culturels. Voilà. Et puis, ont vocation à devenir officielle. Et on a dit aussi qu'une autre langue peut devenir officielle avec le français. Bon, une autre langue aussi peut devenir officielle. Nos langues ne sont pas prêtes. Si on dit qu'elles ne sont pas prêtes, c'est parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il faut laisser le français. Moi, je ne peux pas. Nous, on a le même combat. Les peuples africains ont le même combat. Ce système qui a été instauré par la France à travers des politiciens criminels, ce n'est pas la faute de Assimi, ce n'est pas la faute de cette transition. Non, on a dit on va se préparer mieux parce que le problème de langue n'est pas un choix facile. Et on a dit toutes nos langues seront valorisées. Maintenant, si je ne parlais pas français, toi, tu allais comprendre, l'Afrique centrale allait comprendre comment le combat que le Mali est en train de mener. Justement, cela va faire en sorte que le Mali sera isolé et c'est la France qui va gagner. Donc, nos langues, il n'y a pas suffisamment de profs dans le Mali pour pouvoir enseigner tout le monde tout de suite. Puisque lorsqu'on va dire qu'une langue ou des langues sont officielles, ça veut dire que cette langue-là, elle est prête à être utilisée de manière administrative. Quand c'est constitutionnalisé, ça veut dire qu'on doit échanger dans ces langues-là avec la sous-région, mais avec aussi le monde extérieur. Comment on va faire ça si on n'a pas... On voit ça se passer, par exemple, au Sénégal, Amina Fofana. Il y a bien une langue qui est parlée du côté du Sénégal, mais ça n'isole pas forcément le Sénégal. Est-ce que c'est pour dire que le combat aujourd'hui que les Africains et les panafricains mènent est un peu plus lourd à porter sur les épaules, finalement, des pays africains à cause de la diversité culturelle?
Non, ça c'est quelque chose qui va venir, puisqu'il est dit dans la Constitution que devant l'unité africaine, le Mali va renoncer à sa souveraineté ou le Mali va renoncer à une partie de sa souveraineté, c'est-à-dire une partie ou totale. Donc ça, ce sera, lorsqu'on sera mature, on va se réunir. Le Sénégal, le cas du Sénégal, le Sénégal d'abord n'a pas laissé la langue française, même l'Algérie n'a pas laissé la langue française. Donc si le Sénégal était prêt pour écrire, puisqu'il faut écrire la langue, ceux qui sont en train de... c'est une petite minorité, donc ceux qui sont en train de dire ça, ils savent très bien qu'après tout, parce que le CNT aussi va mettre des amendements, et soyons responsables, eux ils ne savent même pas écrire ce qu'ils sont en train de dire. Moi je ne peux pas écrire en Bambara, personne, ça veut dire que même pas 1% de la population, s'agissant du Bambara, qui est quand même la langue la plus parlée, mais les gens ne savent pas écrire. Donc quand c'est constitutionnalisé, ça veut dire que c'est impératif. Ça veut dire que tout de suite, c'est ça qui est dit dans la Constitution, qu'on va prendre le temps de préparer la langue, les langues. Et puis, il faut savoir que le processus de création de langues émane des budgets, émane aussi de la puissance. Et comment? Parce que le Mali, dans le projet de constitution, c'est écrit que nous allons nationaliser nos ressources naturelles, nos minéraux, nos matières premières. Et ça sera transformé ici. Les usines sont en cours de réalisation. Et après cela, nous allons créer la monnaie, adosser la monnaie. C'est comme si je dis tout de suite qu'on est dans le franc CFA, je m'indigne. Non, il y a un processus pour sortir du franc CFA. Et c'est ce processus qui est en cours. Donc, on va adosser notre monnaie à l'or. C'est ça qui est la priorité. Avant ça, d'abord, on est en guerre. Il faudrait que le Mali soit sécurisé. Parce que même si on a beau posséder toutes les richesses du monde, quand on n'a pas la sécurité territoriale, quand on vit dans l'insécurité et l'instabilité, ça veut dire qu'on ne peut pas se développer, on ne peut pas évoluer. Donc, après la sécurité, je dis, le deuxième point, c'est la création de la monnaie. Et la création de la monnaie s'adosse à la création des entreprises qui sont en cours de réalisation, oui, qui vont faire la transformation de nos richesses, je peux appeler ça comme ça, ressources naturelles, minérales, matières premières, sur place. Donc pour donner de l'emploi à tout le monde, il faut que l'on jouisse de ce que Dieu nous a donné. Et à partir de là, on sera influent. Question de langue, la langue va s'imposer. La langue, de toute façon, c'est une marque de souveraineté, ce n'est pas un facteur de développement. La langue peut contribuer au développement, mais la langue n'est pas un facteur de développement. C'est la monnaie qui est un facteur de développement. Exemple, le Canada parle français et anglais. Est-ce que les Canadiens sont des Anglais ou bien des Français? Réponse, c'est non, pas du tout. Est-ce que les États-Unis, qui se sont développés au sommet du monde et qui ont été colonisés par... comment ça s'appelle, les USA, par l'Angleterre, est-ce que la langue les a empêchés de se développer? Non, la langue n'est pas un facteur de développement, comme je l'ai dit, c'est une marque de souveraineté. Mais la monnaie est un facteur de développement et une autre marque de souveraineté. Donc, dans ce combat, sachons mettre les choses en priorité. Le Mali ne peut pas affronter tous les fronts en même temps. Donc, cette petite minorité qui a parce que s'ils ne font pas attention, ils vont jouer le jeu de la France. Puisqu'il y aura le référendum, ils sont libres, c'est ça que j'ai dit sur une antenne au Mali, ils sont libres d'aller voter le non. Où est le problème? Mais nous, on ne va pas perdre notre transition pour je sais pas moi, pour 4 personnes ou 5 personnes. Il faut savoir qu'il n'y a pas de problème ici au Mali concernant le projet de constitution. Quand ça c'est venu déjà au CNT, vous avez fait passer la vidéo, ben, le CNT est libre de mettre des amendements et peut-être libre de retirer certaines propositions et à rajouter, mettre d'autres amendements. Et c'est comme ça que ça marche. Donc je ne vois pas où certains paniquent. D'où viendraient les protestations? Donc vous ne voyez pas d'où viendraient les protestations? Oui. Il n'y a pas de protestation. Il n'y a aucune protestation parce que toute la procédure laisse libre recours à tout le monde
d'envoyer au CNT ce dont ils ont envie. Maintenant, il y a une différence entre ce qui est faisable, mais tout de suite, et ce qui doit être préparé pour être exécuté. C'est ça la différence. Il faut être réaliste. Quand on est dans la chose, on sait très bien qu'il y a des difficultés. Et ce sont ces difficultés que je viens d'expliquer parce que la langue passe par des procédures. Comment voulez-vous qu'on impose d'abord une seule langue à tout le peuple malien? Ça, c'est hors de question. C'est ce que j'ai dit que pendant les assises nationales, j'ai demandé 3 ou 4 langues nationales donc, pour le Mali. Donc, s'il n'y a pas suffisamment d'enseignants, il n'y a pas suffisamment... les enseignants eux-mêmes, de manière pédagogique, ne sont pas formés. Donc, il n'y a même pas un consensus autour de cette question et il y a manque de formation. La chose n'est pas prête, la langue n'est pas prête. Comment voulez-vous que par patriotisme, que nous faisons la bêtise? Non! À un moment donné, ils ne sont pas plus patriotes que moi. Mais à un moment donné, il faut... Voilà, il faut être réaliste et patienter parce que tout ce que les colonels sont en train de faire là va dans le chemin de la libération du Mali et de la souveraineté du Mali. Et de manière incontestable. Et pour emprunter quelques propos au professeur Fousseini, il s'agit d'un marqueur important du processus de refondation de l'État malien. C'est en tout cas comme ça que décrit ce nouveau projet de loi ou alors de constitution au Mali, le président de la commission de réécriture. On reste au Mali, on parlait de front tout à l'heure, alors parlons de la lutte antiterroriste du côté du centre, du côté du nord du pays, entre désinformation et manipulation. Eh bien, on se pose bien la question de savoir où se situent les forces armées maliennes. Vous êtes malienne, mais vous avez également vos analyses froides. Selon vous, après, bien sûr, que les médias étrangers aient suffisamment dessiné le Mali comme une brebis blessée après le départ de Barkhane, avec également quelques quiproquos avec la France, bien sûr. Qu'en est-il plutôt sur le terrain? Quelle est la vraie posture du Mali sur le plan sécuritaire? Merci beaucoup. Avant de clore le chapitre du projet la Constitution, oui. Je vais féliciter les experts tous les experts qui ont participé à l'élaboration de du processus même de refondation du Mali. Je pense que leurs noms resteront gravés dans les mémoires. Ils ont fait quelque chose de vraiment magnifique. Il y a beaucoup de choses d'ailleurs à dire, des merveilles à dire sur la Constitution, mais je vous la ferai parvenir tout à l'heure après l'émission. Voilà, donc les médias mensonges de la jeune française qui est totalement obscurantiste. Le Mali ne les écoute pas, c'est pour cela que RFI, les tentacules de la France qui étaient là, les RFI, les France 24 et d'autres médias qui racontaient des balivernes sur l'armée malienne ont été chassés. Il faut savoir que la montée en puissance de l'armée malienne dérange les Occidentaux, dérange les impérialistes, parce que dans leur plan diabolique de recolonisation de l'Afrique, ils n'avaient pas prévu que le Mali, les peuples africains allaient se réveiller jusqu'à ce que le Mali renforce ses coopérations avec la Russie et rompt l'accord satanique de défense avec la France. C'est un suicide, cet accord de défense. Cet accord, moi je me demande, ceux qui étaient au pouvoir, comment ils ont pu le signer et ils l'ont caché au peuple malien totalement. Jusqu'à ce que, lorsque le dit président patriote Assimi Goïta a pris le pouvoir, ça a été accessible tout ce temps. Donc, ils ne vont jamais raconter du bien sur le Mali. Mais moi, je vois qu'avec le froid qui arrive, je pense qu'ils n'auront plus le temps de se concentrer. C'est pour ça que l'union entre les États africains et la Russie, c'est très important. Ça permettra à l'Afrique de retrouver son vrai niveau. Parce que la Russie détient des ressources naturelles, pas comme l'Occident qui doit aller avec sa cabale détruire des nations pour s'enrichir de manière illégale et inhumaine. Donc, ces médias mensonges qui sont jour et nuit braqués sur nous auront bientôt d'autres préoccupations que de dénigrer l'armée malienne. Quand on collabore avec la France, ce n'est même pas de la collaboration, c'est l'esclavage.
Donc quand la France fait semblant que vous collaborez ensemble, puisque ça passe avec des dictateurs démocratiquement installés, donc ils font en sorte que le peuple ne soit au courant de rien. Donc ce n'est pas une collaboration, c'est quand même du mépris. Et elle fait tout pour affaiblir l'armée sur place. Elle met des sanctions. Elle vient soi-disant pour se battre contre les terroristes. Elle met des sanctions sur le pouvoir qui essaye de se battre contre les sanctions qu'elle est censée venir aider. Par contre, elle fournit, il n'y a pas de sanctions sur les terroristes, elle sait où ils sont. Et la France, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tissé des liens avec les terroristes à Kidal. Et directement, c'est la France qui a empêché le dit président patriote Assimi Goïta à l'époque, avec le général Gamou, avec les colonels qui sont au pouvoir. C'est la France qui les a empêchés de rentrer à Kidal. Si je dis la France, je parle de Barkhane. Donc la France a sanctuarisé cette partie et a contribué à peser de tout son poids, pour détruire l'État malien qui était dans le schéma de la libération, puisqu'au départ, quand ils ont détruit la Libye, on n'avait pas compris le processus qu'ils avaient enclenché. Mais en vérité, la France veut diviser le Mali en deux, même l'ONU, même MINUSMA, ils veulent diviser le Mali en deux pour prendre toute la partie nord et la moitié et le milieu, et au nom d'une minorité qui a pris les armes qu'ils devaient récompenser en Libye, des terroristes qu'ils connaissent, des terroristes qu'ils forment, des terroristes qu'ils arment, des terroristes qu'ils renseignent, des terroristes à qui ils ont promis de diviser notre territoire en deux si jamais ils les aidaient à liquider Kadhafi. Et la France, au lieu de combattre ces terroristes, la France les ramène ensemble. C'est-à-dire, comme c'était des groupements éparpillés, la France les ramène ensemble, change leur nom, leur donne d'autres noms, les forme très bien, collabore avec eux. Et c'est pour cela que aujourd'hui, avec le partenariat, grâce au partenariat avec la Russie, le Mali a des preuves flagrantes avec les dates, les moments où l'armée française a armé, a largué des armes aux terroristes, où l'armée française a violé notre espace aérien 52 fois. Donc le Mali a des preuves contre la France, contre les trucs de la France. Donc ces preuves-là, au lieu que la France accepte que ce soit exposé à l'ONU, la France et ses médias mensonges sont en train de nous dénigrer. Et ce dénigrement, vraiment, moi je dis bravo. Ça veut dire que le Mali est en bon chemin. Si l'impérialiste, c'est-à-dire que si le colon te félicite, ça veut dire que tu n'es pas sur le bon chemin. Mais quand tu te félicite, ça veut dire que tu n'es pas sur le bon chemin pour ton peuple. Tu n'aimes pas ton peuple. Mais quand le colon te dénigre, matin, midi, soir, ben, ça veut dire que tu aimes ton peuple. Donc ça, moi, je pense que c'est une excellente chose que ces médias-là continuent à nous dénigrer. Mais au moment venu, nous allons les frapper avec l'épée de la vérité que possède le Mali contre tous ces vagabonds-là que vous voyez, que ce soit la MINUSMA ou tout. Ils sont tous des terroristes. D'accord, Amina Fofana, eh bien, à vous écouter, on est donc en droit de se dire que le Mali se relève parfaitement de ces différentes attaques qu'il a subies depuis pratiquement 2012 par là. Eh bien, on revient justement sur la question de la plainte du Mali à l'ONU contre la France. Le Mali a dit détenir, selon les dires d'Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères, des preuves tangibles, des preuves bien sûr qui n'ont pas encore eu la possibilité d'être présenté. Eh bien, comment comprendre aujourd'hui, ou du moins comment est-ce que vous interprétez le soutien frêle des pays africains vis-à-vis de cette plainte contre la France justement du Mali à l'ONU? Bon, pour clore l'autre partie, je vais juste dire que aujourd'hui c'est notre armée qui va chercher à la recherche des terroristes, qui va les dénicher et qui va les neutraliser. Ce n'est plus comme avant. Et il faut savoir que les terroristes sont des employés que la France déplace d'un pays à un autre, d'un endroit à un autre, que la France
finance que la France, d'ailleurs, le financement de la France en matière de terrorisme, on a vu l'entreprise Lafarge qui passe en boucle partout. Donc Bolloré fait la même chose au Niger, mais aux grandes dames du peuple nigérien et pour le plaisir de Bazoum et des autres présidents. Donc cette question, il va falloir me la reposer parce que les présidents sont des terroristes, les présidents qui appuient la France sont des terroristes, sont complices et ils savent très bien c'est quoi la vérité en dessous et ils savent très bien qu'est-ce que le Mali, c'est-à-dire ils savent que le Mali détient des preuves et ils savent aussi que cette question-là est un piège pour l'ONU. Hein. Il faut que je m'explique. Parce que si le Mali est membre de l'ONU, même si on n'est pas membre du Conseil permanent, des 5 membres permanents, il y a quand même le Conseil de sécurité qui tourne. À chaque fois, il y a 3 pays africains qui sont là-bas, qui n'appuient pas le dossier malien. Macky Sall qui bavarde matin, midi, soir, l'Union africaine par-ci, l'Union africaine par-là, il n'a pas... D'ailleurs, Macky Sall s'est autoproclamé médiateur entre le Mali et la France en vue d'empêcher le Mali d'aller montrer les crimes de la France contre le Mali. Macky Sall s'est précipité pour supplier le Mali à la demande de Macron pour demander au Mali de ne pas exposer ces preuves-là. Donc si le Mali fait partie, et ça explique son silence. La CEDEAO aussi, n'en parlons pas. Donc c'est comme lorsque les Marocains ont tué 218 Ouest-Africains, ils n'ont pas porté ce dossier aussi. Voilà les gens présidents qui sont là, les Africains sont tués. C'est pour cela, ce que Kaka a fait, leur silence, ça ne me surprend guère. C'est ça leur habitude. Donc le Mali étant membre de l'ONU et que le Mali possède des preuves. L'ONU est au Mali ici. L'ONU d'ailleurs est là pour légaliser les crimes de l'Occident, pour légaliser les pillages de l'Occident. C'est ça, l'Occident uniquement, pas quelqu'un d'autre. Donc, l'ONU étant présente au Mali ici à travers la MINUSMA et que le Mali est à jour en matière de cotisation, en matière de responsabilité. Le Mali n'a pas failli. Le Mali est membre. Donc le Mali dit, l'ONU dit, bon, je viens pour vous aider à combattre le terrorisme au nom de la paix. Or, on sait que c'est des gens de guerre. Ils font, c'est-à-dire c'est la paix qu'ils appellent, la guerre qu'ils appellent par la paix. Donc ils viennent maintenir la guerre chez toi, l'instabilité. Donc le Mali dit, vous dites, l'ONU dit, je viens vous aider à chasser, à combattre le terrorisme, pas le terrorisme. Donc, et le Mali dit, bon, c'est plus la peine de chercher. Moi, j'ai trouvé, depuis toutes ces années, quel est le pays qui était en train de me déstabiliser. Quelle est l'armée qui fournit des renseignements aux terroristes avec toutes les preuves, qui fournit le carburant, qui fournit les déplacements, c'est-à-dire les motos, voilà, qui donne des renseignements, qui fournit tout. Donc, l'ONU ne veut pas écouter. Pourtant, le Mali est membre. Donc, si l'ONU n'écoute pas, ben, on sortira, ça dit pas sortir de l'ONU, mais ça va faire en sorte que la MINUSMA n'aura plus de raison, puisqu'on sait déjà qui est terroriste, qui terrorise le peuple malien pendant tout ce temps, et que la MINUSMA dit que je suis venu pour combattre cela. On te dit le combat c'est bon, maintenant le Mali c'est qui est en train de nous combattre. Si tu n'écoutes pas ça, ça veut dire que le Mali a déjà trouvé son terrorisme et que la MINUSMA n'a plus de raison d'exister ou de rester au Mali. D'accord. C'est ce processus qui a enclenché. Donc la MINUSMA est entre le marteau et l'enclume. D'accord, Amina Fofana. Maintenant, la question que vous vouliez que je vous repose, c'est comment interpréter le soutien frêle des pays africains, ou alors, dirais-je, l'absence de soutien des pays africains au Mali, justement, en ce qui concerne cette plainte contre la France à l'ONU. Parce qu'ils sont des sous-préfets de la France, parce que eux tous ont été nommés par la France. Ce sont des dictateurs, des imposteurs.
qui ont été installés, qui n'ont rien d'africain en fait. C'est comme si vous me dites pourquoi ils ont sanctionné, pris des sanctions illégales, inhumaines, injustes et impopulaires contre le Mali. Mais c'est les mêmes là, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Ils ne peuvent pas dire la vérité. Ils sont anti-vérité. Et ils ont peur de la France, ils ont peur de lui. D'ailleurs, ils sont embauchés par ces gens-là. Au contraire, c'est eux. Ils sont fâchés contre le Mali pour ça. Mais quand l'affaire va sortir, vous allez voir que beaucoup de gens sont impliqués avec la France contre le Mali. Tout à l'heure, je vous expliquais le cas tchadien. Le Tchad, le contingent tchadien. Vous pensez que les contingents de la MINUSMA, là, ils font quoi? Ils font quoi au Mali? C'est eux, surtout ceux qui sont noirs. C'est eux qui portent les vêtements Dogon, les vêtements Peul, d'autres vêtements pour aller assassiner les tribus et les opposer. Ils ne parlent pas en Bambara. Quand bien même ils parlent en Bambara, ils ont des accents qui n'ont rien à voir avec l'accent malien. Donc cela dénote la complicité des pays qui nous entourent. Donc cette histoire, ce n'est pas une petite histoire. C'est aussi comme l'histoire des 49 mercenaires qu'ils ont voulu instrumentaliser en venant dire, menacer le Mali, essayer d'intimider le Mali. Non, on ne peut pas intimider le Mali. L'autorité qui est en place n'a jamais fait une accusation sans preuve. Il n'y en a pas. Les mercenaires, ils ont parlé. Ils ont parlé et d'ailleurs, ils ne veulent pas rentrer en Côte d'Ivoire parce qu'on va les liquider pour qu'ils ne parlent pas. Mais ils ont parlé. De toute façon, le dossier est judiciarisé. Pour te dire que ces mêmes présidents sont complices de ça. Parce que tout leur objectif là, même eux, les autres présidents qui nous entourent, leur silence, c'est la complicité avec la France pour renverser le régime patriote qui est sur place. Parce que eux, ils sont même pas africains, c'est des Bouti. Ils sont même pas blancs à l'intérieur. Je m'excuse, c'est des sous-blancs à l'intérieur. Donc ces présidents défendent plutôt la position de la France que la position du Mali, parce que le Mali possède un peuple vaillant avec des dirigeants forts et avec une armée qui monte en puissance. Ça les dérange. Et eux tous seront exposés dans cette histoire. Parce que quand on fait Boigny, faisait assassiner nos présidents ici, puisque c'est le rôle du Sénégal que la France a donné au Sénégal et la Côte d'Ivoire. Quand on fait Boigny le faisait, c'était avec la complicité de ces mêmes types de chefs d'État. C'est ça la France-Afrique ou la France contre les Africains. Tuer le président bienfaiteur, indépendantiste, souverain pour les peuples africains et imposer leurs marionnettes. Le patriotisme de Assimi, ça vient en danger. Donc tout ce qu'ils font là, la MINUSMA, Barkhane qui a été chassé, tout ça là. Mais tout ça c'était pour renverser Assimi. Et ils n'ont pas encore arrêté. Mais heureusement la MINUSMA va partir. Si elle refuse de partir, on ira à l'affrontement. Le peuple malien n'a peur de rien pour conquérir sa souveraineté. Ça, il n'y en a pas. Personne ne va venir imposer sa volonté au peuple malien ou bien faire ses dictats au peuple malien. Ça, c'est révolu. Ça, c'est impossible. C'est impossible. Donc, les présidents sont complices. Tous ceux qui ne parlent pas, il y en a qui ne parlent pas, qui soutiennent en bas. Ça aussi, je les connais. Mais ils sont impliqués même dans surtout les voisins immédiats. Ils sont impliqués avec la France dans le dossier de la plainte contre la France, dans le dossier des 49 mercenaires qui sont venus au Mali avec un autre avion rempli d'armement de guerre pour renverser notre pouvoir. Mais eux, ils viennent dire non, s'il vous plaît, non, il faut arrêter, Non, le dossier est judiciarisé et la MINUSMA sera obligée d'ouvrir cette enquête ou bien l'ONU va quitter ici. Donc la MINUSMA est prise entre deux feux, mais les présidents sont complices avec la France. Et le jour où les preuves vont sortir, ces présidents-là aussi seront exposés. C'est pour cela qu'ils ne soutiennent pas le Mali. Ce sont des bandits, des voyous mal élus de la junte française que la junte française a nommé à la tête de nos États. Vraiment, c'est une indignation. Ça ne veut pas dire que tous les présidents ne nous soutiennent pas. Hein. Il y en a qui nous soutiennent, qui n'osent pas.
le dire publiquement. Mais il y en a qui travaillent directement avec la France contre nous et qui seront exposés au même titre que la France. Voilà la raison de leur silence. D'accord, merci Amina Fofana pour votre point de vue justement sur ces différentes questions. Eh bien, on va aborder un tout autre sujet, sauf si vous vouliez ajouter une dernière petite chose, comme à l'accoutumée, sur cette question de la plainte contre la France à l'ONU. Je n'ai pas entendu la question. Je dis, on va aborder un tout autre sujet. On parle à présent de la Guinée à Conakry. Consensus entre la CEDEAO et les autorités de la Guinée. Est-ce qu'on va vers une transition plus calme? Voilà le sujet qu'on aborde à présent avec vous, Amina Fofana. On sait que derrière le Mali, il y a eu la Guinée-Conakry qui a essayé d'avoir un tout autre pouvoir, une nouvelle impulsion au niveau de la politique. A suivi également le Burkina Faso avec Sandaogo Damiba par le passé, mais à présent Ibrahim Traoré, le capitaine. 24 mois aujourd'hui en Guinée-Conakry, c'est le temps de la transition qui a été acté après des discussions entre la CEDEAO et les autorités de Guinée. Est-ce qu'avec cette durée entérinée, on peut dire qu'on va vers une transition un peu plus calme quand on sait que le FNDC, une frange de la population, une frange, je vais dire, de la société civile, mais également de l'opposition, continuait de protester contre le pouvoir en place? Bon, moi, je salue le président guinéen. Je salue les autorités de la Guinée pour tout ce qu'ils sont en train de faire. Je salue le peuple guinéen. Je ne salue pas le FNDC. Je ne salue pas le parti de Cellou d'Alain Diallo. Je ne salue pas les opposants de la France déguisés en démocrates qui font des tournées par-ci, par-là pour renverser le régime actuel. Donc, je soutiens fermement la transition en Guinée. La CEDEAO, normalement, est une chose qui doit disparaître. Ça doit partir en fumée. La CEDEAO en veut à la Guinée. Si on dit la CEDEAO, entendez par là la France, en veut à la Guinée d'avoir fait échouer leur plan de liquidation du peuple malien en vue que le peuple se lève contre les autorités en place, parce que la Guinée nous a ouvert son port, la Guinée et nous commerçons très très bien. Donc c'est là, et puis la Mauritanie et l'Algérie. Mais c'est la Guinée qui a été surtout très active parce qu'on est beaucoup plus proche de la mer de ce côté. Sur le plan géographique. Voilà. Donc la Guinée nous a beaucoup aidé et on continue à travailler ensemble jusqu'à présent et on fait même des conseils de ministres ensemble. Vivement une fédération Mali-Guinée. Le FNDC est un mouvement qui est instrumentalisé par les puissances impérialistes contre le pouvoir en place. Ce même FNDC est instrumentalisé et financé non seulement par les impérialistes, et aussi par la classe politique qui se cache derrière, surtout par Cellou d'Alain Diallo. Donc, eux, ils sont là pour déstabiliser le pouvoir en place. Ils sont là pour... c'est pas... C'est-à-dire qu'ils sont même, je vais dire, instrumentalisés par les présidents de la CEDEAO. Parce que Ambalo que vous voyez ne veut pas que Doumbia reste président. Son ami là, c'est l'autre, comment il s'appelle? C'est Cellou d'Alain Diallo. Parce que eux, ils sont dans un autre programme de tribalisme. Donc c'est ça leur plan. Donc, ils sont soutenus par ces présidents de la CEDEAO et en particulier par Ambalo. Mais aujourd'hui, si on parle d'un consensus, Amina Fofana, c'est que finalement, entre la CEDEAO, notamment impulsée, je vais dire, dirigée par le président bissau-guinéen, c'est que la CEDEAO et la Guinée-Conakry ont fini par s'entendre, ont fini par fumer le calumet de la paix quand on sait qu'il y a eu effectivement un dialogue de sourds, des brouhaha entre les deux. Si aujourd'hui il y a un consensus, c'est qu'ils se sont bien entendus et que chacun sait où va le chronogramme. C'est une paix biaisée, justement. Parce qu'avant-hier, j'ai vu, ou bien hier même, j'ai vu une publication du FNDC qu'ils vont sortir, je ne sais même pas le combien. C'est sur ce téléphone-là, je ne pourrais pas le sortir.
contre le pouvoir. Moi, je vous dis que ces présidents qui sont là ont des masques. Ils sont contre les patriotes. Ça ne veut pas dire que c'est pas parce que la Guinée a trouvé un consensus avec la CEDEAO illégale, illégitime, que le FNDC va se calmer ou que les opposants vont se calmer. Non, ce sont ces mêmes chefs d'État qui cherchent à renverser Doumbouya au même moment. Voici la contradiction, voici l'hypocrisie de ces présidents-là. Ce n'est pas parce qu'ils ont trouvé... Aujourd'hui, la CEDEAO, Dieu merci, est fragile. La CEDEAO ne peut pas tirer la corde tirer trop la corde avec la Guinée, parce que la Guinée a sa monnaie, la Guinée a son port. Ce n'est pas comme ils l'ont fait avec le Mali. La CEDEAO avec le dossier malien est fragile. Aujourd'hui, nous tendons même plus vers une CEDEAO du peuple en exposant le vrai visage, le vrai comportement sournois, deux poids, deux mesures de ces présidents criminels à la solde de l'Occident, particulièrement à la solde de la France, à la tête de nos États. Donc, il faut vraiment comprendre que ces mêmes présidents, ils se sont fragilisés. Et ce sont eux qui sont derrière l'instabilité de la Guinée. C'est comme ça qu'ils sont. Partout où il y a un patriote qui prend le pouvoir, qu'est-ce que Houphouët-Boigny n'a pas fait avec la France comme tentative contre l'ancien président patriote Ahmed Sékou Touré? Mais il n'y a pas ce qu'ils n'ont pas fait avec Senghor. Il n'y a pas ce qu'ils n'ont pas fait pour déstabiliser. Ils ont mis un embargo inhumain de 30 ans ou plus sur la Guinée-Conakry. Mais ce sont ces genres de présidents que sont les Ambalo, les Macky Sall, les Alassane Ouattara. On s'étonne, mais on doit connaître l'histoire, le rôle de ces chefs d'État et comment ils sont parvenus à la tête de l'État. Il faut mépriser profondément son peuple et le peuple africain pour pouvoir servir la France. C'est ça. Donc, ce n'est pas parce que la CEDEAO est tombée d'accord sur 2 ans que la CEDEAO n'est pas en train d'allumer le feu contre Mamadou Doumbouya. Et d'ailleurs, moi, je conseillerais à Mamadou Doumbouya de collaborer beaucoup avec la Russie, de renforcer la coopération avec la Russie et de faire exactement comme le Mali a fait. C'est un patriote qui a nationalisé ses ressources naturelles. Vous croyez que l'Occident va le laisser en paix? Il a nationalisé et il a dit que la transformation sera... D'ailleurs, à ce moment, le Mali n'avait même pas dit ça encore, que la transformation aura lieu sur place en Guinée pour donner du boulot au peuple guinéen. Vous croyez que la France et ses bandits de présidents qui se font appeler par président, ils vont laisser ça comme ça? Non, eux, ils sont là pour empêcher les peuples de s'émanciper, pour empêcher les peuples de se développer. Donc, quand ils ont un président qui leur donne de l'espoir, qui est souverainiste, ils se mettent d'accord, qu'ils le disent ou non, on connaît leur pratique. Donc, ils se mettent d'accord pour tuer ce président. Donc, si c'est les mêmes qui ont trouvé le consensus, les mêmes sont derrière le FNDC, les mêmes sont avec Cellou Dalein Diallo, les mêmes sont avec l'opposition pour déstabiliser le pouvoir en place. La CEDEAO actuelle là, vraiment, comme j'étais en train de l'expliquer, doit disparaître pour qu'il y ait la CEDEAO des peuples. Donc aujourd'hui, je me félicite, on se félicite de la contradiction, des contradictions. C'est ça qui contribue de la CEDEAO, c'est ça qui contribue à sa propre fragilisation. Donc cette CEDEAO est condamnée à disparaître parce que vous avez vu, ils ont le Burkina a, enfin, Roch est parti, Damiba est venu. Damiba n'a pas bien fait, il est parti. C'est le peuple qui a le dernier mot. La CEDEAO se substitue à la souveraineté du peuple. Comme Macron se substitue à la souveraineté du peuple, allant jusqu'à proférer que si nous travaillons avec Wagner, nous allons perdre notre souveraineté. Donc ces gens-là, pour eux, nous sommes souverains que lorsqu'on est esclave, on ne parle pas, on se laisse tuer, on se laisse piller, on se laisse massacrer. Il n'y a rien à dire comme ça. On est bon élève, on est le pays... Non, mais c'est incroyable. Donc, moi, je n'ai pas confiance en la CEDEAO. Aucun Africain ne devrait avoir confiance en la CEDEAO. C'est la même CEDEAO qui déstabilise depuis la nuit des temps pour la France et pour l'Occident et contre les peuples africains. Ce genre de président, il est temps qu'on en finisse avec.
Merci Amina Fofana, même si on a l'impression aujourd'hui que peut-être un nouveau dynamisme sera impulsé au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, peut-être bien avec le président Bissau guinéen, après avoir vu les revirements de situation en ce qui concerne les soutiens envers les pays maliens, Burkina Faso, mais également Guinée-Conakry. Amina Fofana, on parle toujours de la Guinée-Conakry, on essaye justement de comprendre avec vous comment est-ce que Mamadi Doumbouya devrait agir ou alors manœuvrer pour avoir l'exemple malien sur son territoire. Une frange de la société civile, on le disait tout à l'heure, et aussi de l'opposition, on l'a bien encadré, entre guillemets, serait donc manipulé, mais le peuple. Et le peuple, que dit-il? Pourquoi on n'a pas l'impression qu'il est soutenu, Mamadi Doumbouya, par son peuple? A contrario, au Mali, ça n'a pas été le même schéma. Bon, voilà. Moi, je ne peux pas parler stratégie sur les plateaux. Et je sais très bien ce que je dois dire. Oui. Et ce que je peux dire même aux dirigeants guinéens pour qu'ils puissent sortir de ce pétrin. Donc, si je le dis sur un plateau, cela fera de moi une populiste et je ne suis pas dans ça. Quand on veut véritablement aider quelqu'un, il faut l'aider en dessous et ne pas exposer pour se donner de l'importance et ne pas exposer sa contribution partout. Moi, je sais qu'il est en difficulté, je sais très bien ce qu'il traverse, ce qui lui arrive, et je sais très bien aussi comment il doit s'y prendre tranquillement. Hein. Tout le monde est d'accord avec Assimi. Assimi n'a tiré sur personne au Mali, il n'a coulé, il n'a versé aucun sang du peuple malien. Donc, c'est un exemple, oui, l'exemple du Mali est à prendre. Encore faudrait-il que nous nous rapprochions beaucoup en termes de stratégie pour essayer de passer aux choses sérieuses. Donc on conseillera tout simplement au président Mamadi Doumbouya peut-être d'inclure un peu plus le peuple dans la politique guinéenne et de se tourner vers ce peuple pour avoir son soutien. Amina Fofana, on aura bientôt terminé dans cette émission, mais on ne saurait terminer ou alors clôturer sans parler de la République centrafricaine qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment. D'ailleurs, la semaine dernière, le peuple a décidé de se ruer dans les artères du pays, notamment à Bimbo, mais également à Bangui et d'autres localités. C'était pour demander un référendum constitutionnel et réitérer au chef de l'État le soutien que le peuple a envers lui. Et bien peut-être avant de vous donner la parole, essayez de situer le contexte en République centrafricaine avec ce reportage qui parle justement de la grande mobilisation qui a eu lieu à Bangui et dans les autres localités du pays centrafricain du professeur Faustin Archange-Touadéra. Oui au référendum et aux réformes institutionnelles. Chaque peuple a droit à la constitution qui lui convient. Consultez-nous, Monsieur le Président. Quelques écriteaux qui accompagnent le peuple dans sa grande mobilisation dans les artères du pays, notamment à Bangui, Bimbo et ses environs ce 22 octobre 2022. Parmi les manifestants, en pleine marche pacifique, quelques jeunes sympathisants du mouvement Cœur Uni MCU en abrégé et du cercle de réflexion pour une constitution républicaine, CRCR, et quelques autres mouvements, tous, emphatisent la nouvelle constitution. Cette grande mobilisation du soutien non seulement au chef de l'État, Faustin Archange-Touadéra, mais aussi à un référendum, n'a pas été orpheline à la parution du président. Nous sommes là parce que c'est le peuple qui a demandé au chef de l'État de convoquer le référendum constitutionnel. Et vous savez bien que la démocratie est l'expression du peuple. C'est le peuple qui est le porteur de la souveraineté. Et il faut savoir que les députés sont élus localement, de façon locale. Mais un chef de l'État est élu sur tout le territoire, même au-delà même de nos frontières. Mais si le peuple se lève pour demander un truc de ce genre, c'est pour dire que la souveraineté revient au peuple. Et le chef d'État ne peut que assumer ce que le peuple lui a demandé. La joie, elle est immense parce que vraiment, c'est vraiment tout le peuple de la capitale qui s'est levé comme un seul homme pour se pointer au croisement Téné, comme on le dit souvent, pour aller au point zéro et remettre un mémorandum au chef de l'État pour lui demander, dans un délai très raisonnable,
pour convoquer le référendum constitutionnel. Sur le terrain, c'est bien l'intérêt du pays qui prime la souveraineté du peuple et ses aspirations. En adresse à Danielle Darlan, ancienne présidente de la Cour constitutionnelle, on n'oppose pas la technique à la volonté populaire. Elle est qui pour réclamer le peuple? C'est pas son rôle, qu'elle reste à sa place. C'est pas elle de réclamer le peuple. Elle est à la Cour constitutionnelle, elle joue son rôle technique, point. L'émotion est grande. Tout ce peuple-là qui réclame justement à ce que la modification soit changée, demande au président justement de pouvoir... C'est plus que ce qu'on pensait, c'est plus que ce qu'on pensait. C'est incroyable. C'est incroyable, on ne sait même pas d'où vient tout ce monde. Et encore du monde qui arrive, vraiment c'est extraordinaire. Alors qu'une décision de la Cour constitutionnelle a sanctionné le projet de réécriture de la Constitution réclamé par le peuple et enclenché par le chef de l'État centrafricain, le professeur Touadéra, une fois de plus, le peuple se mobilise dans les artères du pays. C'est qu'il a une seule chose, l'organisation d'un référendum constitutionnel, et ce, dans les plus brefs délais. Le 23 septembre dernier, la Cour constitutionnelle, sans prêter l'oreille aux revendications du peuple, s'était cambrée sur une annulation des décrets portant création du comité chargé de rédiger une nouvelle constitution. Appuyée par le martèlement de l'opposition, celle-ci a jugé inconstitutionnelle et invalide les décisions irrelatives. Le gouvernement en place avait pris acte d'une telle décision, mais les travaux, eux, n'ont jamais cessé. Aujourd'hui, c'est un peuple dans la rue, c'est un peuple qui veut se faire entendre, car il se sait plus que jamais concerné. Et dernière ligne droite dans cette émission, le point du guest sur For You Télévision. Nous en avons pratiquement terminé, mais en parlant de la République centrafricaine et la réécriture de la Constitution de ce côté-là. Un projet qui a été bien sûr enclenché depuis quelques mois déjà, on va le dire ainsi, quelques semaines, après que le peuple ait vivement demandé, comme ça a été à nouveau le cas le 22 octobre dernier. Eh bien, Amina Fofana, on vous sait suffisamment observatrice de l'actualité politique en Afrique et particulièrement en République centrafricaine depuis justement la demande du peuple à la modification de cette constitution qui ne sied peut-être pas à cette population. Quel est votre regard sur l'avancée de la République centrafricaine depuis l'annonce de cette modification? Tout d'abord, je commence par saluer le digne président patriote du Centrafrique, Faustin Archange Touadéra, et vraiment tous mes respects, j'adresse tous mes respects, mes encouragements au digne peuple, puissant digne peuple patriote du Centrafrique. Vraiment, c'est ça la démocratie. Et si le peuple demande un référendum, c'est ça la véritable démocratie. Il faut aller vers le référendum. J'encourage et je salue. C'est un grand pas dans la véritable refondation même de la démocratie, de la conception de la démocratie africaine. Il faut savoir, ma chère Cassandra, que nos constitutions sont des constitutions coloniales qui n'ont pas été rédigées pour nous, mais contre nous. C'est la France qui nous a imposé ces constitutions-là. Donc, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est l'esclavage. Rien qui puisse faire en sorte que les peuples africains puissent se développer. Donc, toutes les constitutions, que ce soit en Afrique centrale, en colonie française en tout cas, que ce soit en Afrique de l'Ouest, toutes les constitutions doivent être réécrites par rapport aux aspirations profondes du peuple, par rapport aux intérêts prioritaires de la nation et de son peuple. Donc, toutes ces constitutions doivent être réécrites. Donc, en ce qui concerne, par exemple, le troisième mandat de Faustin Archange Touadéra, que j'appuie sans même langue de bois, parce que, pourquoi je condamne pour Alassane Ouattara? Parce qu'il n'a jamais été élu. De toute façon, il a été mis au pouvoir là par les armes à travers la France. Vous me recevez? Parfaitement, Amina Fofana. Ok. Il a été mis
au pouvoir là, avec les armes à travers la France, au détriment de Gbagbo et au détriment du peuple ivoirien. Donc lui ne mérite même pas de faire un mandat à la tête d'un État africain. Il ne mérite pas de faire un mandat. Par contre, un patriote qui est là, c'est au peuple de juger s'il veut que ce patriote reste ou ce patriote parte. Donc quand le peuple a intérêt avec un président, ben, le peuple émet le souhait et c'est ce que le digne peuple du Centrafrique a fait. Donc c'est pour ça que je dirais, et je vais le répéter, je ne me fatiguerai pas, qu'il faut revoir le concept de démocratie que l'Occident nous a imposé. Ce n'est pas fait pour notre bonheur, ce n'est pas fait pour notre bien. C'est quelque chose qui est là pour nous détruire. Donc, je félicite cette action et j'encourage tout le peuple centrafricain à aller vers cette refondation de la nation. Et j'espère que le terroriste Bozizé que Mamad Kaka Déby cache chaudement chez lui là-bas sera maîtrisé et mis hors d'état de lui. Mais je voulais ajouter pour la présidente de la Cour constitutionnelle. Parce que je connais quelqu'un comme ça aussi au Gabon. Elle s'appelle Marie-Madeleine Bourancho. Elle fait la même chose. Donc vous allez voir c'est quoi le rapport entre la Constitution et les gardiens que la France a mis là-bas, qui a sacralisé pour surveiller la Constitution au péril même de leur emploi, au péril de leur vie. Donc, la France a donné le pouvoir à ces gens-là. On en avait une ici qui s'appelait Manassa Danioro. Elle faisait la même chose. C'est dommage que ce soit des femmes, des mères qui prennent ce genre de rôle criminel contre leur peuple, contre leur pays, et en même temps, leurs enfants vont étudier dans les plus grandes écoles, dans les plus grandes universités. Ça, c'est vraiment dommage parce que pour moi, le rôle de la femme, surtout africaine, doit être de protéger le foyer, doit être de protéger la nation. Mais on a donné ces rôles criminels à des femmes sans âme. Donc, Marie-Madeleine Bourancho fait la même chose. Elle est au-dessus du président. Elle est au-dessus de la Constitution. C'est-à-dire la France fait de ces dames-là des déesses de sa Constitution, des déesses de ce peuple. Donc, elle a été relevée. C'est tout à fait normal. Donc, elles sont là pour maintenir le pays dans la colonisation, à travers des constitutions coloniales. Donc, Manassa aussi a été virée, la présidente de la Cour constitutionnelle du Mali. Et d'ailleurs, elle a été virée avant que Bandao ne vienne, elle est descendue, je pense, au même titre que Ibeka. Donc, depuis là, la Constitution respire, le peuple malien respire. Donc, dans la Constitution actuelle, le truc de la Constitution actuelle, il est écrit que ces gens-là ont un mandat de 7 ans, les gens de la Cour constitutionnelle ont un mandat de 7 ans, renouvelable une fois, et puis après c'est terminé. Plus personne ne sera Dieu au-dessus de la tête des Maliens pour les intérêts de l'Occident. Merci Amina Fofana. Eh bien, on devrait peut-être souhaiter tout simplement à la République centrafricaine de trouver sa propre voie, comme aujourd'hui est en train de le faire le Mali avec ce projet de la nouvelle constitution, justement, qui a été proposé. Bien sûr qu'il faut féliciter, il faut l'encourager, il faut d'ailleurs soutenir la grande démocratie qui se manifeste là-bas. Donc, ce n'est pas seulement le Centrafrique. Il faut que tous les pays, puisque c'est maintenant que l'Occident est blessé, il faut que les pays se saisissent de l'occasion de leur affrontement avec la Russie pour pouvoir changer les choses en Afrique. Donc, le peuple centrafricain est encouragé. D'ailleurs, moi, j'ambitionne de visiter le Centrafrique. Donc, j'ai même eu une invitation, mais je n'étais pas prête. Je pense que je ferai bien un tour là-bas parce que le peuple est en train d'affirmer sa souveraineté et il devrait en être comme ça pour tous les peuples africains. Je félicite le digne président patriote, Faustin Archange Touadéra, mais je vais profiter de l'occasion de votre micro pour lui dire que le nettoyage ne doit pas se limiter au limogeage
de la présidente de la Cour constitutionnelle. Non. Donc, il va falloir qu'il étende un tout petit peu le nettoyage administratif un peu partout pour tout Centrafricain hostile comment dire, à la souveraineté de son peuple pour des intérêts criminels inavoués au service de l'Occident. Donc, ce limogeage aussi, je le salue, en plus de la détermination du peuple. Et d'ailleurs, il a renvoyé Barkhane. Je n'étais pas montée sur les plateaux, c'est l'occasion aussi pour moi de les féliciter sur ce plan. Vraiment, félicitations au digne peuple patriote centrafricain. L'Afrique est avec vous, l'Afrique est derrière vous, l'Afrique vous soutient et vous aime. Avec votre président. Merci Amina Fofana. On en a terminé. Peut-être un dernier mot sur l'Afrique en général ou alors sur les différents mouvements aujourd'hui que l'on observe. On va parler des mouvements patriotes, on va parler des mouvements panafricanistes, on va parler des mouvements tout simplement souverainistes, disons-le ainsi. Un tout dernier mot et on en aura terminé. Bon, moi je ne vois pas trop la différence entre un mouvement patriote, un mouvement panafricain, un mouvement souverainiste. Parce que le patriotisme, le panafricanisme commence d'abord par le patriotisme de chez soi. Donc, quand tu es apatride chez toi, tu ne peux pas être panafricain ailleurs. Ça, ce n'est pas possible. Ça relève d'une contradiction incroyable. Sinon, en vérité, tous ces mots que vous venez de citer, moi, je pense que c'est la même chose. Mais la base, c'est le patriotisme. Au-delà du panafricanisme, il faut aller vers la révolution. Aucun pays ne peut être libre sans passer par la révolution. Donc après le panafricanisme, parce que ça nous permet de nous doter intellectuellement des outils de l'impérialisme, maintenant il faut mettre en pratique la lutte, véritable lutte contre l'impérialisme, comme le Mali l'a fait, comme le Burkina l'a fait, comme le Centrafrique l'a fait. Donc, il va falloir que les autres pays se mobilisent. C'est pour cela, et encore une fois de plus, j'encourage et soutiens vivement le peuple tchadien. Et je salue tous ceux qui nous ont regardés en ce moment. Merci à For You. Merci encore au reportage que vous avez fait passer chez moi. Et je ne saurais jusqu'où même vous remercier. Merci beaucoup. Et bonsoir au peuple camerounais. Merci infiniment Amina Fofana, vous étiez l'invité de l'émission Le Point du Guest qui d'ailleurs s'achève dans moins de 2 minutes. Eh bien, on a eu le temps de faire le tour du Tchad et les manifestations du 20 octobre dernier. On a eu le temps également de s'incliner devant la mémoire de ces cinquantaines de morts et bien sûr apporter du courage à ces centaines de blessés. On a eu le temps également de parler du Mali, le nouveau projet de constitution mais également de l'aspect sécuritaire, sans oublier la Guinée-Conakry et sa nouvelle transition de 24 mois actée après un consensus avec la CEDEAO. On n'oubliera pas de rappeler qu'on parlait tout de suite de la République centrafricaine et la modification de la Constitution qui continue d'être en cours. Également des grandes décisions du professeur Faustin-Archange Touadéra à la suite de la demande du peuple. Restez sur For You Télévision car les programmes se poursuivent. Rendez-vous mercredi prochain pour un tout nouveau Point du Guest. En attendant, portez-vous bien. Votre chaîne de télévision panafricaine